Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être avec nous. Nous avons protégé le pays et nous continuerons à le faire. Déclaration de Saad Hariri sur le perron de la mosquée Ali dans la région de Tariq Jdidé à Beyrouth, où il a été accueilli en rockstar. Des centaines d'habitants de cette localité favorable au chef du courant du futur se sont rassemblés pour l'accueillir, en présence notamment du mufti de la République, Cheikh Latif Darian, mais aussi des députés et des personnalités politiques proches du courant du futur. On écoute Saad Hariri. Nous avons protégé le pays et nous continuerons à le faire. Et je vous le dis, je suis rentré au Liban et je resterai avec vous. Si je dois m'absenter pour une courte durée, je rentrerai sous peu. Nous ne sommes pas faibles. Nous sommes au contraire forts, patients, et nous traversons une période très difficile. Mais nous savons que notre cause est juste. Cette cause est celle du Liban, de la justice, et nous vivrons chrétiens et musulmans sous le même toit. Le gouvernement saoudien a annoncé ce vendredi des sanctions contre 3 dirigeants présumés du Hezbollah, mais aussi contre 4 sociétés liées au mouvement chiite, accusées de terrorisme. Une décision prise conformément à la loi sur le financement et les crimes terroristes prévue dans le décret royal A44, adopté en février 2014. Tous les avoirs de ces personnes ou sociétés seront gelés par l'Arabie saoudite. Le royaume saoudien poursuivra sa lutte contre les activités terroristes du Hezbollah par tous les moyens, a également indiqué Riyad. Je vous rappelle que l'Arabie saoudite a interrompu il y a une semaine son aide financière aux forces de sécurité libanaises pour protester contre les prises de position hostiles du Hezbollah à son égard. Et ils sont venus des 4 coins de la capitale pour signer la pétition Solidarité avec l'Arabie saoudite, une campagne menée par le courant du futur ce matin devant la mosquée Al-Amin au centre-ville de Beyrouth. Le chef du courant du futur, Saad Hariri, a appelé cette semaine tous les Libanais à signer ce document afin de préserver l'intérêt supérieur du Liban, membre fondateur de la Ligue arabe, et rejeter les campagnes qui écornent l'image du pays et nuisent à ses relations fraternelles avec le royaume saoudien et les États membres du Conseil de coopération du Golfe. Dans le reste de l'actualité locale, ses proches des militaires libanais otages de l'État islamique rassemblés ce vendredi à l'entrée du casino du Liban à Marmelten, c'est au nord de Beyrouth. Des employés du casino se sont également joints à ce rassemblement. Nizam Mrayat, le frère du militaire Ibrahim Mrayat, a menacé d'escalade des sit-ins devant tous les sites touristiques. Les manifestants ont dénoncé le fait que le dossier soit tombé dans l'oubli et appellent au transfert de ce dossier au directeur de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim. 9 militaires sont toujours aux mains de l'État islamique depuis les combats entre l'armée et les djihadistes à Ersal, à la frontière syrienne. C'était en août 2014. Le 1er décembre dernier, 16 militaires ont été relâchés, 4 ont été assassinés en captivité. En attendant la trêve annoncée, les raids se multiplient en Syrie. Des bastions détenus par les rebelles syriens sont toujours la cible d'intenses frappes aériennes ce vendredi, à quelques heures de l'entrée en vigueur de l'accord sur la cessation des hostilités convenues plus tôt cette semaine par Washington et Moscou. Un reportage exclusif signé Roméo Langlois. C'est une bataille féroce pour le contrôle d'une ville stratégique. Shedadeh, un bastion du groupe État islamique. À moins d'1 kilomètre, le drapeau noir des djihadistes. Soyez prêts à tirer. Appuyés par les frappes de la coalition internationale, les forces démocratiques syriennes, un ensemble de milices kurdes et arabes, encerclent cette région riche en hydrocarbures. L'opération a mobilisé près de 5000 combattants. On nous accuse de ne pas traiter les Arabes et les Kurdes en égaux, mais c'est faux. Ici, il y a des Arabes, des Kurdes, des Syriaques. Nous sommes unis. Il n'y a pas de discrimination. Les djihadistes, acculés, envoient leurs bombes humaines. Une voiture piégée, tirez, tirez! Depuis une autre unité, un combattant kurde filme le kamikaze.
poussant sa voiture blindée à l'épreuve des balles. Il fonce vers notre position. Avant d'être stoppé par un tir de roquette. Je suis content, c'est moi qui l'ai détruite. Bien joué. Si Dieu le veut, dans 2 heures, nous serons à Shedadeh. On va libérer la ville et hisser le drapeau des forces démocratiques syriennes. L'État islamique recule, mais la victoire prendra encore plusieurs jours. Village après village, sous les tirs de snipers, les combattants avancent. Il faut que j'y aille, prenez soin de vous. Vous pouvez dormir tranquille maintenant, vous êtes en sécurité. Les civils qui n'ont pas fui accueillent les troupes avec soulagement. Ce vendredi, les forces démocratiques syriennes ont annoncé la prise officielle de Shedadeh. Pendant 2 ans, les djihadistes y ont fait régner leur loi. Ici, c'était la mairie. Ils y ont installé leur police islamique. Ils jugeaient les gens, ils les exécutaient et les crucifiaient sur ce poteau. De nombreux djihadistes sont à terre. Mais selon Abou Hani, des civils aussi ont péri dans les frappes aériennes. Dans cette boulangerie, 21 civils ont été tués. À part eux, dans les rues de Shedadeh, on n'a pas encore trouvé de corps de civils. Désormais, le drapeau jaune des forces démocratiques syriennes flotte sur Shedadeh. La propagande en noir et blanc des islamistes sera bientôt retirée. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, les bureaux de vote ont ouvert ce vendredi matin en Iran. Quelques 55 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs députés et pour renouveler l'Assemblée des experts composée de religieux chargés de désigner le guide suprême. L'enjeu pour les Iraniens, comme pour le pouvoir, c'est de soutenir ou bien de rejeter la politique d'ouverture menée par le président Rouhani dans un contexte marqué par la levée des sanctions internationales. Myriam Pirzadeh, Marie Schuster. Soutenir ou non le courant progressiste, voilà tout l'enjeu du scrutin. Pour la première fois depuis la levée des sanctions internationales, les Iraniens sont appelés à se prononcer sur la poursuite de la politique d'ouverture entamée par le président Rouhani. Un vote crucial pour l'avenir du pays, mais aussi un vote test pour le camp des réformateurs. On ne va pas uniquement voter pour la beauté du geste. On va voter pour montrer que la nation iranienne se dresse contre ses ennemis qui font pression et imposent des sanctions cruelles en Iran. Face aux conservateurs qui tiennent les rênes de l'Assemblée des experts en charge de la nomination du guide suprême, les réformateurs du gouvernement doivent encore convaincre les électeurs. Ils misent sur la levée des sanctions qui plombent depuis 10 ans l'économie du pays. J'ai regardé les différents courants et j'ai choisi les candidats qui soutiennent le gouvernement et les réformes pour les jeunes comme nous. Comme ça, ils prendront les bonnes décisions pour nous, pour qu'elles soient bénéfiques pour nous. J'attends des futurs députés qu'ils continuent ce que M. Rouhani a entrepris et qu'ils l'aident à atteindre ses objectifs. En Iran, où la moitié de la population a moins de 30 ans, le vote des jeunes pourrait faire basculer l'élection. Pour asseoir sa politique, le camp des réformateurs compte donc sur leur participation, malgré la disqualification de leur candidat favori. On vote aussi en Irlande. Les élections législatives irlandaises qui se tiennent ce vendredi se résument presque à un référendum
Sur l'austérité, alors que le pays a frôlé la faillite en 2010, la coalition en place défend son bilan économique spectaculaire. Près de 7% de croissance l'an dernier et un chômage qui a presque diminué de moitié en 4 ans. Mais les effets de la reprise ne se font pas donc encore sentir pour beaucoup d'Irlandais qui devraient sanctionner les partis traditionnels. Les explications de Florence Tomaso. Dernière opération de communication pour le gouvernement sortant. Le Premier ministre Enda Kenny, chef du Fine Gael, et la dirigeante du Labour, John Burton, prennent la pause en terrasse avant de délivrer leur message. Pour eux, leur reconduction au pouvoir serait le meilleur moyen de stabiliser l'économie. L'Irlande affiche la plus forte croissance de l'Union européenne, 7% sur les 9 premiers mois de 2015. L'immense majorité des gens regardent vers l'avenir. Ils veulent un gouvernement stable, ils veulent un gouvernement qui tienne sur la durée. Malgré les bons chiffres économiques, la politique d'austérité du gouvernement sortant est rejetée par beaucoup d'Irlandais. Résultat, l'issue de l'élection s'annonce indécise. Selon un dernier sondage, le Fine Gael au pouvoir arriverait en tête avec 30% des suffrages, devant le parti de centre-droit Fianna Fáil à 20% et le parti de gauche nationaliste Sinn Féin à 15%. Le Labour, lui, s'effondrerait à 7%. Conséquence prévisible, comme au Portugal et en Espagne dernièrement, aucune majorité claire ne se dégagerait. Je pense qu'il y a des similitudes. Comme dans ces pays après les élections, je pense qu'il y aura aussi des incertitudes ici. L'impasse politique guette donc l'Irlande, car même si le Fine Gael remportait les élections, il serait bien difficile pour le parti au pouvoir d'obtenir la majorité pour former un nouveau gouvernement. C'est une belle histoire, 2 sœurs adoptées par des familles différentes après avoir perdu leurs parents dans l'avalanche de boue d'Armero qui a fait quelques 25 000 morts en Colombie il y a 30 ans. Eh bien, elles ont été réunies hier grâce à des analyses ADN. Kim Vaudine nous en dit plus. Elles tombent dans les bras l'une de l'autre après plus de 30 ans sans s'être vues. Des retrouvailles permises grâce à Facebook il y a quelques mois. Jacqueline Sanchez explique comment elle a reconnu sa sœur dans une vidéo postée sur le groupe de la fondation Armero. Je la regardais, tous les jours je regardais la vidéo. Et à chaque fois je me disais si c'est ma sœur, si c'est ma sœur. Lorena avait enregistré cette vidéo pensant retrouver sa mère et ne s'attendait pas du tout à tomber sur sa grande sœur perdue depuis l'enfance. Je suis toujours en train de réaliser, parce que ce n'est vraiment pas facile après 30 ans d'apprendre que tu as une sœur. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 1985, l'entrée en éruption du volcan Nevado del Ruiz provoque un raz-de-marée de boue qui se déverse et engloutit partiellement la ville colombienne. Surpris dans leur sommeil, près de 25 000 personnes meurent, d'autres sont portées disparues. Dans le chaos, les 2 sœurs âgées de 3 et 9 ans à l'époque de la catastrophe sont adoptées séparément. Elles ne s'étaient jamais revues. C'est le premier cas en utilisant des preuves ADN qui montrent que ces personnes sont des sœurs de la tragédie d'Armero. C'est la première fois que des victimes d'Armero sont réunies et identifiées grâce à des preuves ADN. Ces retrouvailles arrivent comme un espoir pour tous les survivants qui cherchent encore des membres de leur famille. Le phénomène climatique El Niño menace les coraux au large de l'île Maurice. Ce courant chaud qui fait augmenter la température de l'eau des océans de plusieurs degrés revient tous les 5 à 7 ans. Il pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'écosystème de l'océan Indien. Marc Pope. Ces bancs de corail au large de l'île Maurice pourraient bientôt disparaître. En cause, la hausse des températures depuis plusieurs années, mais surtout le phénomène El Niño. Ce courant chaud équatorial du Pacifique connaît cette année une forte intensité. En fait, on se rend compte que la température au mois de décembre, enfin mi-décembre, était pratiquement identique à la température de février-mars l'année dernière. Donc, normalement, février-mars, c'est la période la plus chaude et on se rend compte qu'en fait, la période la plus chaude a avancé dans le temps. Avec une température de l'eau supérieure à 30 degrés, le corail a peu de chances de survivre. Il faut dire que l'espèce est particulièrement fragile. S'il faut plusieurs années pour qu'elle grandisse de quelques centimètres, il ne lui faut que quelques jours pour mourir. Si jamais ce phénomène-là arrive à Maurice, ça nous prendra 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour nous en remettre. El Niño est un phénomène qui démarre dans le Pacifique, mais avec le courant sud-équatorial, avec la circulation globale dans les océans,
cet impact-là se retrouve aussi dans l'océan Indien avec quelques mois de décalage. La détérioration du corail entraîne des disparitions d'espèces animales ou encore l'érosion des plages. C'est donc aujourd'hui toute l'économie de la région, largement dépendante du tourisme et de la pêche, qui pourrait être affectée. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. L'info continue sur Futur TV et futurtvnetwork.com en français, en anglais, en arabe et en arménien. À très bientôt.